Lorsque Wind Waker est sorti en 2002, les critiques ont été dures avec la série, si dures que celle-ci fut entachée pour un bon nombre d'années. Elle est reléguée au rang d'enfant, dans un climat où le réalisme est voulu par le public entier, ayant grandi avec des jeux comme Majora's Mask ou Ocarina of Time. Et voir ça les a tous déçus. Il faut donc un épisode qui permettra à Nintendo de relancer la série, de lui donner un bon coup de fouet. Who's your daddy? Et il décide de retourner sur un concept peu exploité par la licence. Le multijoueur. Celui-ci, je ne vais pas en parler pour une raison très simple. C'est qu'il est le Zelda ayant été le plus grand échec commercial de toute la série. Moins d'1 million d'exemplaires vendus. Tout comme le premier Force World, il demande de la coopération. Et c'est cet aspect-là du jeu qui, je pense, a fait échouer. Car pour pouvoir y jouer correctement et profiter de la meilleure expérience, il fallait 4 joueurs, et que chaque joueur ait une Game Boy connectée à la GameCube avec le jeu dedans. Autant dire que cela était assez rare et cher. Et surtout, on est toujours dans cette mode du photoréalisme pour les jeux vidéo. Zelda Force World Adventures est pourtant un assez bon jeu, avec ses mécaniques reprenant celles de A Link to the Past and Force World, et son style artistique ressemblant à celui de Wind Waker pour les personnages et certains effets. Le jeu n'est ni plus ni moins qu'un Zelda multijoueur, seul change le méchant qui est de nouveau Vaati comme son prédécesseur, avec quasiment la même trame scénaristique, mais en poussant le concept plus loin. Les développeurs de Nintendo assurent de ne jamais regarder les chiffres de vente pour préparer les prochains jeux, mais les résultats sont là, et la demande d'un Zelda réaliste se fait de plus en plus présente. Alors que fait Nintendo ? Eh bien d'abord il faut un jeu sur console portable, dont je parlerai plus tard. Concentrons-nous pour l'instant sur les consoles de salon, et non sur les portables, les deux univers étant bien différents. On est donc de nouveau dans une période de réflexion. Que faire de la série ? Shigeru Miyamoto décide de lancer un Wind Waker 2, toujours avec le même style graphique, mais cette fois se passant sur Terre. Cela pose déjà deux problèmes. D'abord que tout le Link adulte, ça ne passe pas, et encore moins à cheval. Et ensuite, vous allez me dire que c'est complètement débile de la part de Nintendo de refaire un jeu dans un style artistique qui avait déplu à tout le monde lors de sa sortie. En fait, les développeurs du Japon pensaient que si un jeu ne réussissait pas, c'était parce que les joueurs n'étaient pas intéressés par ses mécaniques, et pas sa direction artistique. Ensuite, Nintendo ne voit absolument aucun intérêt de faire des jeux plus gros et plus réalistes s'il n'y a pas un gameplay différent ou de nouvelles mécaniques. C'est ça qui est le plus important à leurs yeux. C'est donc dans cette optique qu'ils ont sorti Force World Adventure et sa fameuse façon de jouer avec une Game Boy. Et vous savez maintenant ce qui se passe pour ce jeu. Du point de vue de Nintendo, les joueurs ne sont plus intéressés par la franchise Zelda elle-même. Et Eiji Aonuma décide donc de céder et suggère l'idée « Et si on faisait un Zelda réaliste ?» Shigeru Miyamoto y est d'abord réticent, mais accepte avec une seule condition, je cite, que ce soit un Zelda à 120%, et qu'ils y mettent tout ce qui n'avait pas pu être mis dans Ocarina of Time. En 2004, à l'E3, après leur présentation, Nintendo a une dernière chose à montrer aux joueurs. Au début, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et puis soudainement, c'est le déclic. On nous montre un trailer d'un Zelda réaliste. Enfin ! C'est la standing ovation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo n'a pas de nom, ni d'histoire pour son jeu. C'est plus ou moins une sorte de démo technique enrobée, mais le test, lui, est plus que concluant. Le développement se fait, et soudainement, en plein milieu de l'année 2005, le nouveau hardware de Nintendo se profile, avec une nouvelle façon de jouer, les mouvements de la manette, de la Wiimote pour être plus précis. Shigeru veut pouvoir mettre cette fonctionnalité dans le jeu. On pense d'abord à se faire déplacer Link en bougeant la manette, mais c'est peu ergonomique et on y ajoute le nunchuck. Alors, pourquoi pas appliquer les mouvements de la manette à ceux de l'épée ? Finalement, après des années d'attente et de repoussement, sort dans tous les magasins le nouveau jeu de chez Nintendo sur GameCube et Wii.
Twilight Princess est un carton et fait 9 millions de ventes. La manière d'appeler Zelda un jeu d'enfant est définitivement terminée, et est aujourd'hui l'un des mieux notés et appréciés de toute la série. Il prend beaucoup de ressemblances par rapport à Ocarina of Time, notamment dans son histoire. Comme dans Ocarina of Time, Twilight Princess nous montre un Link habitant dans son village natal, et un élément perturbateur va tout bouleverser. Si Ocarina of Time le faisait en nous amenant Faye, ici c'est tout autre chose. Notre Link dans ce jeu est un jeune homme gardant les chèvres. Alors, cette phase du jeu, en plus d'être un bon tuto, est un énorme contraste avec ce qui arrive juste après. Cette étape-là, elle représente l'innocent du joueur. Il apprend à manier l'épée, la Wiimote avec le lance-pierre. On pense que c'est la suite d'Ocarina of Time, mais très vite, on se rend compte que si les développeurs ont été d'accord pour faire un Zelda réaliste, ils refusent en revanche de ne pas changer radicalement le gameplay. Ce changement intervient lorsque des monstres attaquent soudainement notre paisible village. On se précipite immédiatement à leur poursuite, mais on tombe face à ce mur. Qui n'était pas là avant. Qu'est-ce que c'est que cette créature? On l'a jamais vue dans aucun Zelda. Quel qu'il soit, notre Triforce semble se réveiller. Et on se change en loup. Alors ok, on s'est déjà changé en d'autres créatures dans la série, mais cette fois le loup est un élément central du gameplay. On nous apprend à l'utiliser en nous envoyant dans ce qui semble être une autre dimension. Quand j'étais petit, j'avais à la fois très peur de l'ambiance, mais j'étais aussi fasciné par les petits carrés qui sortent du sol là. Bon, être un loup c'est bien, se dit Miyamoto, mais il manque un truc, c'est assez ennuyeux de regarder le dos d'un animal pendant des heures. Il lui faudrait quelque chose dessus, comme un compagnon. Alors pour régler ce problème, on prend des designs de ce qui devait être Wind Waker 2, on les change légèrement pour les adapter à l'univers de Twilight Princess, et voilà comment Nintendo a créé un des meilleurs persos de toute la série. Je vous présente donc Midona, qui deviendra de la même manière que Navi, notre guide le long du jeu. La façon dont elle est créée n'a donc aucune raison scénaristique, mais bien immersive, et les scénaristes ont fait le reste pour la rendre cohérente. Grâce à elle, on va pouvoir sortir de cette cellule dans laquelle on est, et explorer ce qui semble être les prisons d'un vieux château avec une ambiance creepy mais sympa. Pour certains joueurs, ça leur rappelle les grandes périodes de Majora's Mask. On se rend compte que ce château n'est pas n'importe lequel lorsqu'on rencontre des gardes royaux, mais également lorsqu'on arrive à sortir et que le symbole de la famille royale d'Hyrule est gravé sur la pierre. Visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé avec cet endroit, et Midona semble l'apprécier. D'ailleurs, elle veut nous présenter quelqu'un. On y arrive en traversant les remparts et en battant ces oiseaux qui font des sons d'enceinte en fin de vie. Les deux semblent se connaître. Dès le début du jeu, on nous présente la princesse Zelda, qui nous explique ce qu'il s'est passé. Le royaume était glorieux,
Mais les créatures du crépuscule l'envahirent, guidées par Xanto, l'usurpateur. Pourquoi usurpateur? On aura l'occasion de le découvrir plus tard. En échange de sa reddition, Xanto accepte de laisser les habitants du royaume en vie, du moins leurs esprits. Voilà ce qu'il s'est passé, et l'explication de pourquoi la princesse n'est pas changée en esprit, elle aussi, est sa Triforce. Midona ne semble pas non plus prêter grande attention au récit de la princesse. Elle a un tout autre objectif en tête, récupérer les cristaux d'ombre, et elle compte bien se servir de Link pour cela. On retourne là où on s'était fait kidnapper au départ, à savoir notre village. Un esprit de la lumière émergeant de sa source nous parle. Ses compagnons se sont fait voler leur pouvoir par les créatures de l'ombre, transformant les régions du monde en crépuscule. Ce sera notre objectif premier, avant de récupérer les cristaux d'ombre, purifier Hyrule. Allez, on n'a pas vraiment le choix je suppose. Bon, bienvenue dans les bois de Farore, zone crépusculaire. Outre le réalisme de l'époque, c'est la maturité et l'aspect sombre du jeu qui a plu. Très peu de couleurs vives. On est beaucoup entre le marron et le vert sombre pour donner une ambiance sérieuse. L'esprit affaibli de Farore nous donne le réceptacle de perles de lumière qu'on devra retrouver dans toute la région. Allez, on y va. Ce genre de session de jeu nous permet d'éprouver nos capacités en tant que Linkeloo, une toute nouvelle forme de gameplay dont les développeurs sont globalement plutôt fiers. Cela nous permet aussi de rentrer dans une ambiance qui changera radicalement lorsque la zone sera complète. D'ailleurs, je crois que je viens de finir le dernier insecte. Une fois la première zone purifiée du jeu, il arrive deux choses. Déjà, Midona rentre dans notre ombre, et ensuite Link obtient enfin sa tenue verte légendaire. L'esprit de lumière qu'on a réveillé nous indique le chemin vers le cristal des ombres dans ce temple là-bas, et qui est, selon la théorie, l'arbre mojo de Ocarina of Time maintenant décédé. Alors, cette théorie là, moi j'ai deux remarques. D'abord, où sont les Kokiri? La réponse se trouve sur les portes du temple lui-même, le peuple de la forêt ayant visiblement disparu pour de bon. Et ensuite, l'arbre mojo en tant que nouveau temple, on l'avait déjà vu dans Wind Waker. Ça veut dire que si une timeline existe, elle n'a aucun sens, parce que là pour l'instant si on est dans The Wind Waker, ça manque d'océan. On verra la timeline officielle dans quelques années, pour l'instant on ne peut pas entrer dans le temple puisqu'un loup doré nous barre la route vers celui-ci. J'adore cette phrase. Une épée sans courage est une lame impuissante. Ce squelette nous apprendra les nombreuses bottes secrètes pour se battre, et notamment ici, le coup fatal. Alors, à la question « Qui es-tu le squelette qui respire fort ?», eh bien la réponse, encore une fois, se trouve plus tard dans le jeu, enfin, dans la théorie. Bon, on progresse dans le temple, on rencontre des singes qu'on libère, une sorte d'oiseau bizarre qui s'appelle Baba, et également on rencontre le mini-boss de ce temple. Un singe qui se tient les fesses lorsqu'il fuit notre épée. On obtiendra le boomerang, un classique certes, mais grâce à la visée de la Wiimote, il est beaucoup plus puissant, le joueur pouvant viser plusieurs endroits dans l'ordre qu'il veut. Quelque chose qu'on remarque dans les temples de Twilight Princess, c'est rapidement qu'ils sont vastes, déjà par leur décor, mais aussi par leur taille en général. Vous allez voir, on aura l'occasion de les admirer pour cela. Foutu. Ah, bon, on va faire le boss. Il est temps d'en finir avec cette forêt. Les boss de Twilight Princess sont faits pour être impressionnants dès le début du jeu. D'abord pour nous montrer qu'on est puissant, certes, et ensuite voir que le pouvoir des cristaux du crépuscule que veut récupérer Midona est terrifiant.
Vous voyez donc ce schéma? Sauver une zone du crépuscule, faire le temple et récupérer le cristal d'ombre? Eh bien c'est ce schéma qu'on va suivre pour récupérer les autres cristaux. Notamment on va aller en Ordine, et la montagne de la mort, où on rencontrera, vous l'aurez deviné, les Gorons. Écoutez-moi bien, les musiques de la série que j'adore le plus viennent de ce jeu, c'est certain, mais écoutez-moi ça s'il vous plaît. Je pense que c'est mon top 2. La chose qui changera dans la nouvelle phase, c'est qu'on reverra les enfants de notre village natal. Mais aussi, c'est qu'une fois la région libérée, les Gorons ne nous laissent pas passer et sont extrêmement agressifs. Il faut les battre sur leur propre terrain. La force. Cette force, on va l'acquérir avec les bottes de fer qu'on obtient en retournant au village et en battant notre chef à la lutte. Équipé des bottes, on retourne en Ordine, mais un événement survient. Déjà c'est impressionnant, ensuite c'est badass, et enfin c'est une des mécaniques que Ocarina of Time n'aura pas pu mettre, le combat à cheval. Et puis c'est dur, c'est dur de contrôler notre cheval, et en plus on nous harcèle de tous les côtés. Et quand enfin on base monstre, ce n'est pas fini. Vous voyez les westerns avec les duels au pistolet? Bah ça me fait penser à ça, hein. Le premier qui se fait toucher perd. C'est vrai que ça change d'un Link à grosse tête tout de même. Hein. Bon, on va donc faire le temple en affrontant les Gorons et en les virant de notre chemin. Puis, on se bat contre le doyen. Qui est assez difficile, il faut le dire. Un point que j'aimerais attribuer à ce jeu, c'est que la façon dont on se bat est toujours dans un sens respectueuse. Le monstre nous provoque un duel seulement lui et moi, le squelette lui nous apprend ses techniques tel un maître et un élève, et les Gorons nous respectent si on leur montre qu'on est digne d'un guerrier. Le temple est tout aussi vaste que son prédécesseur, et possède même des étages cette fois. On y trouve non seulement le second cristal d'ombre, mais également l'arc, qui selon sa description appartenait à un héros d'un ancien temps. Le boss du temple, lui, est le chef des Gorons lui-même, corrompu par la magie du cristal crépusculaire. Ça nous informe du fait que le cristal, en plus d'être puissant, marche un peu comme l'anneau de Sauron, encore une fois. Quiconque ne peut pas maîtriser son pouvoir en devient l'esclave. Il nous manque le dernier cristal,
et on le trouvera dans la région de l'Anel, et plus particulièrement la plus grande zone du jeu. À l'intérieur de cette zone, on trouvera le château d'Hyrule dans lequel on ne pourra pas entrer, mais on pourra aller dans la ville, contenant les esprits des habitants. Dans l'Anel se trouve un peuple bien connu, les Auras, mais ceux-ci semblent avoir été gelés par les créatures de Xanto, gelant le peuple et la source d'eau, asséchant le lac Hylia. Une fois la région libérée, on a le droit à une drôle de cinématique, la plus creepy du jeu. L'esprit de la lumière nous prévient des dangers et de la corruption. Il nous raconte la création du monde par les déesses et d'un royaume sacré qui fut corrompu par des gens avides de pouvoir et habiles par leur magie. Selon lui, ces gens furent chassés dans un autre monde et leur magie scellée dans le cristal que nous recherchons. C'est une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais vues dans un jeu Zelda. Cette cinématique, le cristal, les yeux, les Dark Link aussi. Ce pouvoir maudit qu'on recherche va avoir des conséquences désastreuses sur nous, mais pas de la façon que vous imaginez. Pour entrer dans le temple, il nous faut une tenue pour respirer sous l'eau, et on va l'obtenir en escortant le jeune prince Zora malade jusqu'au village d'Ordine. Tenez par ailleurs, ce village, en plus d'être celui de Cocorico, a une musique très chill. C'est le temple dans lequel on va aller, et il ne va pas vous rappeler des bons souvenirs, puisque c'est la continuité du temple de l'eau de Ocarina of Time. On retrouve les fameux niveaux d'eau, les étages, c'est moins un enfer que sur Nintendo 64, mais tout de même, et encore une fois, il va se différencier par son boss de fin de donjon. Une sorte de poisson à tentacules qui, une fois sorti de terre, nous tourne autour comme un requin autour de son appât. Le dernier cristal de l'ombre est récupéré, et comme dans beaucoup d'autres Zelda, on nous fait un peu croire que c'est la fin de l'aventure. Midona qui nous a rabâché tout le jeu nous parle comme si c'était la fin. Elle devient plus sympathique, chacun a atteint son objectif. Mais ce serait trop facile. Xanto, l'usurpateur, nous attend. Vous voyez la phase où on doit ramasser les perles de lumière, celle qui nous prend une heure? Eh bien à peine cet esprit puissant, ayant scellé le mal il y a des centaines d'années, se fait one-shot en une seconde par Xanto, sans le moindre effort, et la région retombe entre les mains du crépuscule.
Il reprend les cristaux tout en traitant Midona de traîtresse. Ils se connaissent visiblement, mais Xanto ne semble pas utiliser de magie crépusculaire, non, une bien plus puissante, avec laquelle il condamne Link à rester sous sa forme de loup. Puis, il expose Midona à la lumière, la rendant mourante. On se fait sauver de justesse par l'esprit qui nous téléporte à l'extérieur, et nous dit que notre seul espoir est la princesse. Il faut trouver un moyen d'y retourner. Et c'est sur une musique appelée la lamentation de Midona qu'on court désespérément en essayant de sauver la seule personne pouvant nous aider à désormais vaincre Xanto. La princesse, en nous voyant, essaye immédiatement d'aider Midona, mais celle-ci refuse, et demande de l'aide pour nous. Nous serions le seul possible à pouvoir vaincre le mal. La magie qui nous maudit est bien connue de la princesse. Elle nous indique alors la direction d'un temple, où réside un objet qui, il y a des siècles, aurait pourfendu le mal. Puis, Zelda se sacrifie pour sauver Midona. Elle sacrifie son enveloppe physique aux ténèbres pour que le petit lutin puisse vivre dans la lumière. Elle semble aussi dotée d'une certaine humilité désormais. Son mépris du monde de la lumière a disparu. À peine sorti du château, celui-ci est enfermé dans une étrange magie. Notre chemin vers ce fameux temple est juste derrière l'arbre Mojo. À l'intérieur, une étrange forêt, et un personnage bien connu, Skull Kid. Pas le Skull Kid de Majora's Mask, non, un autre. Il faudra le pourchasser à travers tout ce qui se révèle être les bois perdus, pour qu'il nous ouvre un passage vers ce fameux temple oublié. Oui, c'est les bois perdus, et ça vous devriez le deviner en écoutant. Ce temple, vous savez quel nom il a ? Oh, je vais vous laisser deviner pour l'instant, puisqu'on y retournera plus tard. Pour le moment, la porte vient de s'ouvrir. Il est temps de récupérer une lame bien connue des joueurs. Je précise, c'est le temple du temps, pour les idiots du fond. Ça veut dire que c'est l'épée qui a été déposée par le héros du temps il y a des centaines d'années.
Notre prochain objectif c'est quoi? Selon Midona, c'est de retrouver le miroir des ombres, le seul lien entre le royaume d'Hyrule et celui du crépuscule. Elle nous révèle également quel est son peuple, sont les descendants des hommes ayant essayé d'atteindre le pouvoir et ayant été bannis. Le miroir des ombres se trouve dans la tour du jugement, dans le geyser Gerudo. Si on retrouve bien le désert, aucune trace de son peuple, de la même manière que les Kokiri. À l'intérieur de la tour, tout semble être une prison. On a l'impression que des personnes furent enfermées, jugées ou exécutées, exactement comme un ancien certain temple. Mais il n'y a pas que des gens, des créatures aussi. Et le squelette de l'une d'entre elles va nous barrer la route. Ce donjon va introduire un objet incroyable, mais trop peu utilisé, l'aérouage, qui nous aide à nous déplacer dans le temple et à frapper l'ultime ennemi du donjon. Mais pas du jeu. En arrivant devant le miroir, celui-ci est découvert brisé par Xanto. Soudain, 7 esprits nous parlent. 7 sages, chargés de garder un pouvoir ancestral, l'accès au monde des bannis. Ils nous racontent alors l'histoire du bannissement d'un des pires d'entre eux. Son nom ? Ganondorf. Son avidité le conduira à être condamné à mort. Mais un élément n'avait pas été pris en compte. Il possède la Triforce du pouvoir, se libère de ses chaînes, et dans une tentative désespérée, les sages arrivent à le bannir dans le monde du crépuscule. Ça explique comment Xanto a obtenu ses pouvoirs. Le miroir des ombres est brisé, mais ses 3 fragments sont dispersés. Seul le véritable souverain du monde des ombres peut véritablement détruire le miroir. Le premier dans les montagnes, le second dans un temple oublié, et le troisième dans les cieux. Alors, le premier est un ancien manoir.
abritant un couple de Yétis dont la femme sera corrompue par le miroir, donnant lieu à un monstre les plus terrifiants du jeu, et révélateur de la nature du miroir s'il est mal contrôlé. Le second morceau, lui, se trouve dans le Temple du Temps, ou plutôt une ancienne version de lui. Cette réalisation de où on est, elle est magique. Perso, j'aime bien me dire qu'à l'extérieur de ces murs se trouve le héros du temps, en train de sauver son époque. Le troisième et dernier fragment se trouve là-haut. Vous vous souvenez de Baba, la poule bizarre dans le temple de la forêt? Eh bien c'est là qu'elle habite, et elle veut revenir. Mention spéciale pour le boss de ce temple, qui est un des plus épiques, et au temple lui-même, le plus compliqué et le plus vaste du jeu. Une fois le dernier morceau récupéré, on peut enfin rentrer dans le monde du crépuscule. Mais juste avant, les sages révèlent à Midona qu'ils savent qui elle est vraiment, à savoir la reine déchue de son royaume, renversée par Xanto, prenant le titre d'usurpateur. C'est donc dans l'objectif de récupérer son trône qu'elle s'est alliée à nous. Mais cet objectif est dépassé, il s'agit maintenant d'arrêter Ganondorf, mais aussi Xanto, assis sur le trône du palais du crépuscule. Dans ce royaume d'ailleurs, j'ai croisé cette espèce de main, qui est certes déjà apparue dans d'autres épisodes, mais qui me terrifie. En gros, on doit récupérer une sorte de boule et c'est super stressant et on nous poursuit à travers les couloirs, bref. Juste avant le combat contre Xanto, c'est intéressant de noter que il est en fait complètement fou. Il n'est pas un homme voulant simplement le trône, il est imbu de pouvoir et de lui-même.
Son combat d'ailleurs nous ramène dans plusieurs endroits, des temples marquant tous différentes façons de le frapper. Mais au final, c'est un combat contre lui, et moi seul à seul. Une fois vaincu, Midona reprend les cristaux d'ombre, et dans un sursaut de colère, tue Xanto en le transperçant. Tiens d'ailleurs, vous voyez la façon dont elle parle? Eh bien ce sont de vraies lignes de texte anglais que Nintendo a ensuite mélangées, mais on a réussi à les reconstituer. Which one will it be? Have you made up your mind? I'll take you there with my power. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Le château d'Hyrule est un des meilleurs temples, pas par ses énigmes, non, par ses ennemis, déjà comme le roi Bulbin, qui revient pour une ultime confrontation, prouvant le fait que même les pires choses ont un sens de l'honneur. Ou les Darknuts, qui testent nos capacités de combat avec les bottes qu'on a apprises tout le long du jeu. Tiens d'ailleurs, vous vous souvenez du squelette? Lorsqu'on apprend sa dernière technique, il nous dit qu'il peut partir désormais sans regret, car ces techniques sont désormais transmises à son digne successeur. Le successeur de qui? Du héros du temps? La deuxième chose, c'est sa musique. Au début du donjon, elle est calme, mais quelque chose, dans certains passages, semble bizarre. Un intrus est dans le château. Puis, lorsqu'on arrive dans la tour principale, elle s'intensifie. Et à mesure que l'on monte, elle semble dominée par une autre, par un thème bien connu. Il est temps. J'ai déjà parlé du combat final de Twilight Princess dans une autre vidéo, je vous la mets ici si vous voulez la revoir. Mais toujours est-il que la confrontation reste épique. 4 longues phases alternant toutes les techniques que l'on connaît et références aux autres jeux, se concluant par un duel épique et une victoire de la lumière. Des choses ici sont à retirer du combat.
Déjà, vous comprenez la puissance de Ganondorf encore mieux avec ce plan, alors qu'on nous a dit tout le jeu le pouvoir destructeur des cristaux d'ombre. Ensuite, ce que dit Ganondorf une fois vaincu, que l'histoire ne s'arrête pas là, que ce cycle n'est qu'un éternel recommencement. Il est parfaitement conscient de ce qui se passe, comme s'il nous avait déjà affrontés. Midona, elle, reprend sa véritable forme. Et à la fin du générique du jeu, détruit le miroir pour de bon, afin que les deux mondes ne puissent plus se nuire. D'ailleurs, un jour, Nintendo a sorti une version manga du jeu, et à la fin, Link et Midona s'embrassent, genre. Dingue, non? Voilà ce que peuvent faire les développeurs lorsqu'il faut un Zelda mature et réaliste. C'était très long, il vaut mieux qu'on passe à la suite. Promis, ce sera moins long pour le prochain. Ce dont je vous ai parlé ici, c'est le renouveau de la série sur console de salon, et sur portable, Nintendo fait une nouvelle tentative, inscrivant définitivement le style de Toon Link dans la lignée des opus sur portable, et notamment avec le développement d'un nouvel opus, et sa sortie en 2004 sur Game Boy Advance. Minish Cap, c'est, soyons honnêtes, plutôt mal vendu, tout comme Wind Waker, car étant dans la mode des Zelda est fait pour les enfants. Pourtant le jeu est plutôt bon. Et surtout, réalisé encore une fois par Capcom, avec Hidemaru Fujibayashi aux commandes. Il existe désormais une sorte de consensus entre la compagnie derrière Resident Evil avec Nintendo, qu'ils s'occupent de la 2D et de la licence Zelda, tout en apportant leur style bien connu et devenu légendaire dans le monde du jeu vidéo. Certaines ambiances de Minish Cap d'ailleurs font parfois écho à d'autres jeux de l'éditeur, comme le Cimetière d'Hyrule, ayant un air de Ghosts and Goblins. Également, Minish Cap prend sa place dans une sorte de trilogie, celle des Force World, ayant commencé avec A Link to the Past and Force World, et ce par son méchant, Vaati, qui fait son retour dans l'univers d'Hyrule. Tout est en soi là, la princesse Zelda, Link, seulement Ganondorf, remplacé par le mage des vents. Maintenant que le scénario est placé, comment mettre la magie de Capcom dans ce nouvel opus? Dans Oracle of Season et Age, c'était ce concept de double jeu et de changement du temps et des saisons. Et bien The Minish Cap, lui, apporte un changement à sa propre échelle.
littéralement, parce que cette fois, c'est la taille de Link que l'on peut changer. Dans ce jeu, les maisons deviennent des cartes gigantesques, et des ennemis simples, des boss complets. Également son compagnon de route, tradition bien connue des Zelda désormais, se prénommerait Ezlo, un ancien mage transformé par Vaati en chapeau vert, qui siégera désormais fièrement sur la tête de Link, et encore une fois, même en rentrant dans le scénario, Ezlo a une fonction purement de gameplay. Hidemaru Fujibayashi s'est dit que c'était assez compliqué de se repérer dans son aventure. Il leur fallait un guide. Ezlo est né de ce besoin, aucunement d'une envie scénaristique. Selon Eiji Aonuma, la chose la plus dure dans un jeu Zelda est de donner des objectifs toujours nouveaux aux héros, et des façons d'explorer. Et bien grâce à ce changement de taille, tout change. Une solution impossible dans un premier Zelda devient quasiment évidente si on y pense autrement. C'est la première fois qu'un épisode décide de nous montrer un monde autrement, et il le refera bien d'autres fois dans ses opus, lorsqu'au bout de quelques heures de jeu, le joueur ayant quasiment exploré les 3/4 de la carte, obtient soudainement la possibilité de se rétrécir, et un nouveau monde s'offre à lui. Parlons un peu de l'histoire de ce jeu. Capcom partait de la logique que si Ganondorf était le grand méchant de la Triforce, Vaati serait celui d'une autre légende, celle de l'épée des 4. D'ailleurs, le design de ce méchant contraste fortement avec celui de Ganondorf, tel un double maléfique de Link. Ce mage noir sera scellé par un héros ayant reçu une épée de la part des Mainish, un peuple que nous rencontrerons dans les microscopiques proportions d'Hyrule. Mais lors du festival des Mainish en début de jeu, Vaati brise le sceau, libère les monstres sur Hyrule et pétrifie la princesse Zelda sur place. Le roi nous donne donc pour mission de sauver la princesse en rassemblant les morceaux de l'épée. Une autre signature du studio Capcom est la durée de vie du jeu. Seulement 15 heures en ligne droite et 26 pour le 100%. Ce n'est pas une part de flemme de leur part, mais plutôt un gameplay rapide et concentré sur l'action et la réactivité. Ils savent comment faire utiliser aux joueurs tous les boutons de sa Game Boy Advance. Et puis en général, les jeux de Capcom sont considérés comme assez durs. Pauline, on a un problème. Malheureusement, pour finir rapidement avec Minish Cap, cette difficulté les oblige à mettre de côté les énigmes de donjons, les rendant assez linéaires pour la plupart. Les plus puristes de Zelda le critiqueront donc pour cela, l'accusant de trop enlever de la licence ce que cela fait d'elle. Dans tous les cas, après ce jeu, il y a eu, comme dit précédemment, Twilight Princess qui sauvera la franchise. Tellement bien que Shigeru Miyamoto décidera de faire une suite du héros du crépuscule. Mais avez-vous déjà joué à Twilight Princess 2 ? C'est normal parce que cette suite n'en est pas une. Elle est beaucoup plus dans la catégorie mini-jeu sur Wii, puisqu'il s'agit de Link's Crossbow Training, un FPS Zelda dans l'univers de Twilight Princess et mettant en avant les contrôles de la Wii Remote. Les raisons de ce jeu sont multiples, mais une des plus importantes était que Shigeru Miyamoto est un grand fan de FPS à la base. Ocarina of Time devait en être un, et pour lui, la Wii Remote est l'accessoire ultime qui permet une immersion totale dans un jeu de tir à la première personne. Dernière chose avant de passer à la suite, le jeu devait s'appeler The Legend of Zelda Link Crossbow, mais il sonnait trop comme une suite à grande échelle. Alors on met Training. Mais sachez qu'en 2007 est sorti depuis 3 ans non pas un jeu Zelda, mais un nouveau hardware chez Nintendo, une nouvelle console, pliable, comme un OnePlus pliable là mais en 2004. La Nintendo DS, une des consoles portables les plus connues à ce jour de n'importe qui. Mettez une DS devant le nez de votre grand-mère, elle la reconnaît forcément. D'ailleurs, d'où est tiré le design de la DS selon vous ? En partie, d'une des versions de la Game & Watch de Gunpei Yokoi, qui est décédé d'ailleurs en 1997. Sur sa tombe est gravée une Triforce. C'est donc par le design du père des jeux vidéo chez Nintendo qu'on s'est inspiré pour créer une des plus célèbres consoles du marché. Et sortira sur cette console un nouveau titre Zelda d'ailleurs, qui servira à montrer les capacités de la console, comme tous ses titres. En général, Zelda est LE jeu phare de la nouvelle console nippone. Mais cette fois, les développeurs du prochain jeu ont un adversaire de taille. Le programme d'entraînement du Dr Kawashima. Alors, imaginez que vous êtes une série bien installée depuis maintenant 21 ans. Et oui, on a traversé 20 ans d'histoire mine de rien. Et que soudainement, un petit jeu vienne vous détrôner en tant que meilleur jeu de la console de son époque. Ça fait plutôt mal, mais pas de jalousie chez Nintendo. On a un concurrent, il faut nous dépasser en utilisant au mieux les contrôles. Et notamment ce truc là. C'est le stylet de la DS. Il permet d'écrire, de dessiner, bref, comme un vrai stylo. Touchscreen works the same way as it does for those systems, but Nintendo 3DS comes with an extending stylus. Hello, little stylus. Hello, Mario. Et si ce stylet représentait l'intégralité des commandes possibles ?
On enlève tous les boutons, enfin, on enlève leur utilisation, et le jeu entier peut être fait avec le stylet. C'est comme ça qu'est développé le nouvel opus de Zelda. Phantom Hourglass devait, à la base, être un jeu multijoueur. Non, mais sérieux les gars, vous apprenez pas de vos erreurs. Bon, l'idée est rapidement écartée pour une raison très simple, c'est très peu ergonomique sur DS. Bon, j'évoquais ce déplacement au stylet. Eh bien c'est pour rendre le jeu le plus accessible possible, et ainsi pour contrer le programme d'apprentissage du fameux professeur Kawashima, étant lui aussi accessible. Les développeurs voulaient éviter une phrase bien connue, Zelda c'est bien, mais je ne me vois pas y jouer, c'est trop compliqué. Eh bien les joueurs moins réguliers de Zelda n'ont maintenant plus aucune excuse. Je rappelle que 2007 marque aussi la période où Nintendo se retire pour de bon de la compétition sans fin du hardware toujours plus gros, et laisse Xbox et PlayStation se battre entre eux, se donnant ainsi une image encore plus accessible aux yeux des casuals. Le fait de simplifier au mieux les contrôles pour les joueurs est le même résultat que la Wiimote. Phantom Hourglass et Twilight Princess étant développés en même temps. D'ailleurs, le stylet offre des possibilités de gameplay toutes nouvelles. On contrôle Link, son épée, la trajectoire de certains objets comme les boomerangs. On a plus l'impression de contrôler Link que de l'être, avec la vue du dessus en isométrique désormais. L'histoire, elle aussi, est intéressante, puisque c'est la suite directe de Wind Waker. C'est donc quasiment les mêmes personnages que l'on retrouve, et qui partent exaucer le vœu du roi d'Hyrule, d'avoir un avenir et de construire une nouvelle Hyrule. On ne parlera donc pas de Ganondorf dans cette nouvelle aventure, mais de Belloom, un spectre maléfique. Alors que Link et ses compagnons, notamment Tetra, dont vous devriez vous souvenir, voguent sur les mers, un brouillard apparaît, et à l'intérieur un bateau. Tetra part l'explorer, mais tombe dans une autre dimension très vite. Link essaye de la sauver, mais tombe dans l'eau, cette même dimension, et se réveille sur une plage. C'est ici que commence notre aventure. On se fait réveiller par une fée nommée Ciela, ce sera notre compagnon durant l'aventure, mais également celle qui sera le curseur de notre stylet. On rencontre aussi Siwan, son grand-père. Celui-ci nous confie une épée et nous conseille d'enquêter sur le navire fantôme pour retrouver Tetra. C'est ici qu'on se rend compte que la plupart des Zelda sur console portable se déroulent dans des univers parallèles à Hyrule, pour prendre une plus grande liberté sur son scénario en gardant les mécaniques de la licence. Ainsi donc, c'est la structure générale du jeu, faire des donjons pour finalement vaincre le boss final. Également, si ce jeu est la suite de Wind Waker, ce n'est pas seulement par son scénario, mais aussi par son univers, la mer. Et on peut remarquer les progrès et les leçons qu'ont retiré Nintendo des critiques de l'épisode de 2002. D'abord, les voyages en bateau sont moins longs et plus rythmés. Notre bateau, lui, n'est plus le célèbre Lion Rouge, mais un bateau à moteur, une technologie jamais vue dans toute la saga. Également, la carte est plus variée, les îles plus grandes, il y a plus de phases sur Terre. C'est le gameplay idéal qu'on aurait pu attendre d'un Wind Waker simplement sans le scénario. En parlant de scénario d'ailleurs, je vous avais dit que Ciela était notre compagnon de route, mais pas entièrement. Il y en a un deuxième, le capitaine Lindbeck, propriétaire du bateau avec lequel nous allons voguer. Si les habitants nous le décrivent comme un navigateur hors pair, très vite on se rend compte que c'est un sacré froussard et que rester sur le bateau pour nous laisser nous aventurer dans le danger ne le dérange pas. Un bateau d'ailleurs que nous allons pouvoir personnaliser et changer à notre guise. En parcourant les îles les unes après les autres, on découvre déjà que Belloom est dans cette dimension pour son énergie, et qu'il menace le roi des mers qui se cache depuis ici. Link doit donc rassembler le sablier spectral, lui permettant de contrôler le temps et de trouver le bateau fantôme dans lequel Tetra se trouve toujours. Le roi des mers, on le connaît depuis le début de l'aventure puisqu'il s'agit de Siwan lui-même, et qu'il s'est fait maudire par Belloom, le transformant en le vieillard qu'il est. Ça, on nous le révèle lorsque Link arrive enfin dans le bateau fantôme et qu'il trouve Tetra changé en pierre par Belloom. Le roi des mers, toujours sous sa forme maudite, nous dit que Ciela est ce qui manquait pour pouvoir redonner à Tetra sa véritable forme. On fait 3 temples de plus pour ramasser les 3 derniers items nécessaires afin de confectionner la seule épée capable de vaincre le spectre maléfique. Dans le combat final, on affrontera d'abord une sorte de boss, ressemblant un peu à celui de Twilight Princess dans le temple de l'eau, le bateau fantôme lui-même, et enfin, Lindbeck, qui se sacrifie pour nous, dans le seul élan de courage de sa vie. Il se transforme en chevalier Belloom, que l'on vainc finalement.
Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose à retirer de Bellum en lui-même? Non, pas forcément. C'est un méchant comme un autre qui sert à mettre en valeur le héros, non. Ce qu'on retient de Phantom Hourglass, c'est finalement ce qu'on retient de beaucoup de Zelda. C'est la façon qu'ils ont d'innover toujours plus, et là par son gameplay innovant, qui lui permettra de se hisser aux côtés du professeur Kawashima. Et aussi dernière chose, quand on finit le jeu, déjà le roi des mers reprend ses véritables formes, une baleine blanche, Lindbeck lui survit, et on retourne dans notre dimension originelle, là où aucun des personnages qu'on a rencontrés n'est présent, mais pourtant en loin, on voit le bateau du capitaine. C'est donc cette innovation de la part de Nintendo pour sa DS qui est importante, cette utilisation intelligente du stylet. Et ils ne vont pas s'arrêter là, non, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Autant en refaire un. Phantom Hourglass s'est bien vendu, mais refaire sur la mer serait trop barbant, non. Continuons la lignée du vœu du roi d'Hyrule, mais partons du principe que Link et Tetra ont trouvé la terre promise qu'ils cherchaient. Et cette fois, à défaut de bateau, mettons des trains.